C'est parti. Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. Bienvenue. Ah. Salut Reynald. Salut Reynald. Est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? Le son est bien pour vous? Nickel. Super. Alors on va attendre quelques instants histoire que tout le monde puisse se connecter. D'où venez-vous les gens? Nous on est à Paris avec Sylvestre. Est-ce qu'on a des personnes connectées très très loin? À l'autre bout du globe peut-être? Montréal, pas mal. Sud-Île-de-France, bon c'est un peu moins exotique du coup, mais c'est pas mal quand même. Sylvestre, t'es à Paris, toi ou Non, moi je suis à Créteil, exactement, donc sud de Île-de-France également. Bon, bah, on a un petit palmarès. Qui bat Montréal en termes de distance par rapport à nous? Je crois que Ronan, tu as officiellement gagné ce sondage. Donc on est quand même, c'est un webinaire de portée internationale, ce qui est quand même pas rien, Sylvestre, hein, l'air de rien. Il n'y a pas la pression, c'est bon. C'est clair. On attend encore 1 ou 2 minutes. Yes. Et du coup, je voyais, Sylvestre, toi, tu as rejoint la communauté il y a un peu plus d'1 an, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a un peu plus d'1 an. Sur mes premières missions. En fait, j'étais déjà en échange un peu plus tôt et finalement, je me suis vraiment engagé il y a un peu plus d'1 an avec vous. Ok. Du coup, tu nous as connus comment, par curiosité? Pour être honnête, c'était Nina à l'époque, il me semble, qui m'avait contacté via LinkedIn. Ok. Et du coup, comme je bossais déjà un peu avec Crème, du coup, je suis passé chez Comet. Ah, bon choix. Voilà. Ok, ça marche. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Ah, on a Hugo. Bon, Hugo, je t'ai déjà dit bonjour 4 fois aujourd'hui. On a déjà pas mal discuté, mais bienvenue dans ce webinaire. Bon, bah, du coup, je vais en profiter peut-être pour faire ma petite intro. Je sais pas si vous nous connaissez bien en tant que plateforme Comet, mais du coup, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc, Comet, c'est une plateforme qui met en relation des développeurs freelance, donc tech, data, avec des sociétés qui en cherchent. Nous, notre objectif, c'est évidemment de vous trouver des missions et de faire en sorte de vous faciliter la vie après tout au long de cette mission, avec tout un tas d'avantages. En rejoignant Comet, donc en créant un compte Comet, vous avez accès aussi à tout un tas d'autres avantages pour votre vie de freelance, à savoir accès à une communauté Slack, où il y a à peu près plus de 9000 personnes, donc vous pouvez vraiment échanger entre pairs sur des sujets divers et variés. Vous avez accès aussi à des partenariats qui sont négociés. Alors, pas que pour les missions d'ailleurs, hein, ça va être, bon, évidemment, il y a un peu de formation, mais ça va être aussi pour, par exemple, obtenir des prêts, pour faciliter en fait votre vie en général, pour la location, pour trouver des espaces de cowork, pour plein de choses. Donc c'est assez pratique et vous avez aussi accès à pas mal de contenus comme aujourd'hui, donc des webinaires organisés pour vous qui vont être à la fois techniques mais aussi sur un peu le lifestyle, qu'est-ce que c'est qu'être freelance aujourd'hui et comment on améliore ses conditions et pour comment on répond à tout un tas de questions. Donc voilà, c'est tout ça Comet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par chat. Nous, on vous répondra directement avec Louise parce qu'on sera là pour modérer. Et puis, au-delà de ça, écoute, c'est à peu près tout. Je pense que je vais pouvoir te passer la main, Sylvestre. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis très prêt. Merci Chloé, c'est très gentil. Donc, bon, écoutez, ah oui, avant de terminer, pardon, juste n'oubliez pas, vous avez sur le côté droit, donc le chat sur lequel vous êtes, vous avez un onglet qui s'appelle questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement ici. Et il y a un système de upvote. Donc si jamais il y a une question qui vous plaît, n'hésitez pas à la faire remonter. De cette manière, Sylvestre pourra y répondre en priorité lors de la session de questions-réponses.
Et enfin, il y a un dernier onglet qui s'appelle sondage, où on va vous pousser un sondage en fin de webinaire pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas avant de partir à voter. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse avec Sylvestre. Bon webinaire et je reviens en fin de session. Merci beaucoup, Chloé. Salut. Bon, du coup, merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire qui va parler d'API Management et DevOps. Et avant de commencer, bien sûr, je remercie Comet de me laisser la place pour discuter de ce sujet-là avec vous. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous partager comment on va créer un API Management avec Azure DevOps. Et du coup, on va parler également des nanoservices associés à ça. Donc, pour ça, on va parler des différents points suivants. Donc, je vais d'abord me présenter, évidemment, pour rappeler quelques problématiques. Ensuite, on va comparer ce que c'est un Data Hub avec un API Management, parce que souvent, on parle des deux, et du coup, on va pouvoir discuter de ça. Ensuite, on parlera du fonctionnement et de l'exploitation d'un API Management enrichi. Et enfin, on va voir comment déployer une API Azure Function avec DevOps. Voilà. Et pour terminer, il y aura la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions, parce que si jamais je peux m'arrêter peut-être en cours de route pour répondre à une question si je vois que c'est vraiment important d'y répondre tout de suite. Voilà. Rapidement, pour me présenter, donc moi c'est Sylvestre, je suis un expert API et objets connectés. Je suis également formateur dans ce domaine-là et je forme du coup dans des écoles d'ingénieurs, mais aussi dans le milieu professionnel. Et ça, c'est ce que je fais à côté, mais ma principale activité, comme l'a dit Chloé, c'est que je suis un freelance dans tout ce qui est API, data et objets connectés. Donc, j'ai c'est environ 10 ans d'expérience dans ce sujet-là. Donc, avant de commencer, on va faire quelques rappels autour des différentes possibilités de travail sur le cloud. Donc, il faut savoir il y a différents termes qu'on a dû entendre, ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a le IaaS, le CaaS, le PaaS, le FaaS et le SaaS. Ce sont les termes qu'on utilise pour dire, voilà, je veux créer une architecture de type IaaS, une architecture de type FaaS, ou ce genre de choses. Et donc, la vraie différence entre ces différentes solutions, c'est la couche applicative en réalité. Donc, l'infrastructure as a service, donc le IaaS, c'est en gros, je vais caricaturer, on prend une VM. Et donc, on va monter une architecture de type VM. Le CaaS, donc Container as a Service, c'est on va faire du Kubernetes, du Docker. Ensuite, il y a le PaaS, donc Platform as a Service, ou APaaS, donc Application as a Service. C'est du coup, par exemple, je vais prendre une base de données et je vais prendre du coup un hébergement d'un site web. C'est ça qu'on appelle le PaaS. Et du coup, nous, aujourd'hui, on va parler beaucoup du FaaS, donc du Function as a Service. Donc, c'est comment travailler avec des nanoservices. Donc, c'est des fonctions et uniquement des fonctions qu'on va déployer comme service. Et enfin, il y a le fameux software as a service. C'est par exemple, je vais utiliser, je sais pas moi, Outlook Online, par exemple. Voilà. Donc, voilà l'architecture type d'un API Management avec Azure Function. Donc, l'objectif, c'est qu'un utilisateur, en général, un utilisateur peut pouvoir accéder à une donnée et du coup, il faut pouvoir lui donner accès à cette information de manière sécurisée, de manière optimisée. Donc, en résumé, on a un utilisateur qui est à gauche, qui va faire une requête d'authentification via Azure Active Directory et qui va du coup pouvoir s'authentifier. De là, ils vont pouvoir du coup accéder à des API qui seront derrière l'API gestion que vous voyez inscrit ici, donc c'est l'API Management, pour pouvoir parler des Azure Functions derrière. Et l'Azure Function en général communique soit avec des bases de données, soit avec d'autres services. Donc ici, l'exemple qui est montré, c'est Cosmos DB. Donc c'est la partie d'en bas qui est très intéressante pour nous aujourd'hui. Et au-dessus de tout ça, en fait, il y a tout ce qu'on appelle des CI/CD, donc intégration continuous delivery. Ça, on verra au cours de la présentation. Donc comment intégrer et déployer de manière automatique et intelligente ces API sur Azure. Donc le sujet principal aujourd'hui, ça sera justement le cloud Azure, le cas d'application. Donc voilà quelques problématiques qu'on rencontre en général quand on est dans une société où il n'y a pas d'API management. Le temps de développement est trop long. Ça, ce sont des plaintes qu'on entend souvent. Donc là, c'est vraiment un retour d'expérience. C'est-à-dire que les développeurs, lorsqu'ils veulent mettre en service une API et pas le temps réel de développer l'API, le temps de mise en prod peut mettre un peu de temps. Du coup, ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on a 2 jours pour mettre en prod ou une semaine, du coup, c'est du temps qu'on accumule et du coup qu'on perd à la fin de l'année et c'est dommage.
on a envie, par exemple, de monétiser ces appels API. Donc, basiquement, imaginez une consommation énergétique. Vous avez un compteur électrique chez vous, ben, vous savez en temps réel combien vous consommez en termes d'énergie grâce au compteur qu'on a maintenant à la maison. Et ben, c'est à peu près la même chose qu'on a envie de faire parfois avec les API. On a envie de savoir qui a consommé quoi et quand, afin de pouvoir les refacturer derrière. Et ça, en général, c'est pour les utilisateurs de type externe à son SI. Et donc, pour ça, il faut pouvoir les monitorer. Donc, en premier lieu, on moniteur, puis après, on monétise. Parfois, on veut juste monitorer pour aussi savoir qui appelle trop souvent l'API, qui est-ce qui fait des surcharges sur certains serveurs, etc. Ben, du coup, c'est la problématique souvent qu'on rencontre. Celle-là, c'est j'aimerais savoir qui fait quoi chez moi. Ensuite, il y a une autre problématique qui vient souvent, c'est le manque de documentation, donc, de type OpenAPI. C'est-à-dire que les développeurs, ils ont envie de pouvoir se connecter à une API, mais il n'y a pas l'information pour le faire. Donc, en général, on met en place ce qu'on appelle un Swagger, pour ceux qui connaissent, OpenAPI maintenant, le nouveau nom. Ensuite, il y a le mode ergonomique, donc c'est-à-dire la facilité d'utilisation à la connexion aux API. Donc, c'est bien d'avoir une documentation, mais c'est mieux quand on peut y accéder plus rapidement et qu'on comprenne tout de suite comment ça marche. Souvent, quand on a une API, on veut pouvoir tester tout de suite. Justement, ça, c'est le genre de problématique qu'on rencontre également. Et le problème le plus important qu'il y a dans les SI en général, c'est que les API sont dispatchées entre les différents services, voire en interne, voire en externe. C'est-à-dire que quand on veut consommer, par exemple, une donnée de météo, ben, on va appeler la météo. Quand on veut consommer des données de trafic, on va appeler le trafic. Et ben pour ça, en fait, on ne sait pas qui a développé quoi. Donc, il faut aller lui demander la doc. Les docs sont du coup différentes, les accès sont du coup différents, les sécurités sont aussi différentes. Du coup, c'est compliqué. Et tout ça, ça amène à un seul problème qui est tout le temps le même, c'est un manque d'industrialisation. Ça, c'est vraiment le problème qu'on rencontre quand on n'a pas mis en place en général ce genre de solution. Voilà. Du coup, on va parler du Data Hub et de l'API Management. Quand on voit cette photo, on voit à gauche le Data Hub et à droite l'API Management. À chaud comme ça, on a envie de se dire, en fait, il n'y a pas de différence. Il y a un truc au milieu qui partage avec d'autres systèmes et qui est centralisé. À droite, c'est la même chose. On a quelque chose au centre qui se connecte à différents systèmes et qui partage. En réalité, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir consolider, le principe général, consolider les données à un endroit pour pouvoir les repartager. Ça, c'est l'objectif de base. Et d'ailleurs, souvent, on mixe Data Hub et API Management parce que Data Hub, en réalité, c'est une base de données avec une zone de gouvernance bien développée. Et l'API Management, c'est un outil qui va permettre de partager des données ou des services tiers via justement une interface unique. Donc, dans un cas, c'est une base de données. Dans un autre cas, c'est un gros back-end, en gros. Donc, la comparaison du Data Hub et de l'API Management. Donc, à gauche, Data Hub, à droite, API Management. Vous voyez, donc à gauche, c'est centraliser les données de son SI. À droite, centraliser les connexions. À gauche, c'est enrichir la donnée. À droite, c'est améliorer et uniformiser la sécurité. À gauche, gérer la gouvernance des applications. Donc, ça veut dire j'ai envie qu'une application peut accéder ou pas à cette donnée de telle à telle manière. Et l'autre côté, c'est gérer les droits d'accès. Donc, c'est quasiment la même chose, sauf que ça ne se fait pas pareil. Dans un cas, c'est une base de données, dans l'autre cas, c'est un API Management. Et enfin, c'est là où en fait ça va se différencier. C'est qu'en fait, le Data Hub va plutôt se connecter à des Data Lake et Data Warehouse rapidement. Data Lake, c'est une base de données non structurée. Voilà, et tout est mis comme ça. Et Data Warehouse, c'est une base de données structurée. Du coup, tout est dans des tables. Et du coup, à droite, on va pouvoir, par exemple, compter les appels par utilisateur et par application. Et pour du coup le Data Hub, on va pouvoir mettre en place du business intelligence et de l'analyse avancée. C'est-à-dire que du coup, comme on est connecté sur plusieurs bases de données, on va pouvoir enrichir l'information, enrichir la donnée grâce à d'autres outils qui vont être de la BI ou de l'analyse avancée. L'API Management, son objectif en fait, en vrai, c'est partager les données en interne et en externe parfois via un portail de développeurs. Donc là, ce sont les choses les plus importantes de l'API Management. Si jamais vous avez bien ça en tête lorsque vous développez, lorsque vous voulez mettre en place un API Management, bah, du coup, vous avez tout compris à la présentation. C'est vraiment la slide la plus importante de ma présentation, c'est celle-ci.
C'est-à-dire que lorsqu'on développe un API management, connecté du coup avec des nanoservices ou autres, peu importe, il faut avoir en tête qu'on doit mettre un système de quotas. Donc un quota, en fait, on veut juste savoir combien d'appels ont été effectués sur quelle API. Il faut se dire qu'on a envie de faire ça. Le self-service, ça veut dire qu'un développeur peut du coup utiliser facilement l'API management. Et pour ça, il y a un portail développeur. Et même, je vais aller un peu plus loin, le développeur qui développe son API peut l'utiliser et le tester lui-même. Donc ça, c'est très important. C'est le fait de se dire, c'est que si moi j'accède facilement, et je dois pouvoir y accéder facilement, les autres y arriveront certainement. Si moi j'accède difficilement, il y a de fortes chances que les autres auront du mal également à y accéder. C'est vraiment important. Et du coup, le TTFAC, voilà, TTFAC, je suis désolé pour mon accent, pardon, ou Time to First API Call, c'est quelque chose d'important. Ça rejoint un peu le self-service, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai donné mon API à quelqu'un, combien de temps il s'écoule entre ce moment-là et il a appelé. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il arrive à consommer tout seul son API sans avoir de difficultés et rapidement. Et enfin, le développeur expérience ou le DX, en réalité, c'est le fait d'avoir un portail développeur et que les développeurs puissent travailler tout seuls en autonomie et du coup pouvoir accéder à l'information rapidement. Voilà, ça, c'est vraiment les 4 mots-clés les plus importants d'un API management. Quota, self-service, time to first API call, développeur expérience. Donc, pour que ça marche, en fait, un API management, il faut pouvoir comprendre comment ça fonctionne déjà et du coup implémenter une méthode de travail. Donc, comment ça marche en général, un API management? Par exemple, celui d'Azure qu'on verra tout à l'heure. Il y a un utilisateur ou une application qui va se demander une authentification. Donc, avec Client ID, Client Secret et Subkey. J'y reviendrai plus tard sur ces 3 termes. Donc, il va demander une authentification. De là, en fait, un token d'autorisation va lui être donné. En général, c'est un JWT, donc un JSON Web Token. Donc, c'est un token qui est du coup délivré par ce qu'on appelle une autorité, donc le STS en général, donc System Token Services, celui d'Azure, là aujourd'hui pour l'exemple, qui sera valable pendant un certain temps, en général 1 heure. De là, une fois qu'on a notre token d'autorisation, on est capable de passer à l'étape 5, qui va être justement appeler l'API qu'on souhaite, l'information dont on a besoin. Donc, par exemple, donnez-moi l'information de la météo aujourd'hui. Et là, du coup, l'APIM, donc l'API Management qui est au centre, va vérifier que la personne qui appelle, l'application qui appelle, peu importe qui appelle, a l'autorisation, 1, avec son token, d'accéder à mon organisation, pardon, et 2, s'il a bien accès à cette API. Du coup, on est capable de faire des règles de routage sur les accès d'API. Donc, s'il a accès, en général, ça va y avoir une réponse tout de suite. Donc, pour que ça marche, les bonnes pratiques, pour le cas d'Azure, c'est l'authentification OAuth 2. Ça, c'est la norme. En général, c'est justement appliquer justement soit l'Open ID Connect, donc c'est pour les utilisateurs, soit le mode OAuth 2 en mode Client Credential, donc pour la mode application à application. Et du coup, là sera délivré ce qu'on appelle un JWT. Et donc, pour savoir le contenu d'un JWT, si jamais vous voulez le décoder, savoir comment ça marche, je vous conseille le site jwt.io, c'est le truc le plus connu. Ensuite, pour les bonnes pratiques, les mots de passe, etc., qu'on a envie de sauvegarder quelque part, donc basiquement les secrets, on appelle ça comme ça, on les store dans ce qu'on appelle un Azure Key Vault. Donc, c'est Microsoft qui met ça en place, mais l'équivalent sur d'autres clouds. Du coup, c'est pour stocker de manière sereine les données sensibles. Voilà. Et de cette manière, les données, les mots de passe ne sont pas partagés via les développeurs ou encore ne sont pas partagés dans le code, ce qu'il faut d'ailleurs jamais faire. Et donc, pour que ça marche, ce process-là, en fait, un API management ne va pas résoudre tous vos problèmes. Ça va vous aider à l'industrialisation, mais ce n'est qu'une partie de l'industrialisation. Si vous avez un process d'intégration, de développement et de test qui n'est pas bon, vous n'allez pas avoir une chaîne continue de production, de mise en production efficace. DevOps va vous permettre d'embarquer les tests, par exemple, dans le déploiement continu. Et du coup, si vos tests ne sont pas bons, vous ne pourrez peut-être pas les embarquer. Pour industrialiser quelque chose, il faut savoir maîtriser la chaîne. Donc, en général, la première étape pour mettre en place une API, c'est la définition du besoin. Donc ça, en général, ça va être les chefs de projet
qui vont travailler entre eux pour justement définir le besoin. De là, on va définir des spécifications technico-fonctionnelles, donc soit les deux, soit une fusion des deux. En général, on travaille avec le tech lead également par rapport à ça. De là, on partage encore des specs qui vont être du coup validés par les deux parties. Et là, on va pouvoir commencer le développement. Grâce aux specs, on va pouvoir imaginer aussi des scénarios de test. Les 3 premières étapes sont très importantes pour pouvoir commencer à développer proprement des API. Ça a l'air évident, mais croyez-moi, on ne le fait pas souvent. Du coup, sur la partie développement, on développe l'API, puis après on le met à disposition sur différents environnements, en général l'intégration, pour qu'on puisse tester entre développeurs, puis après sur staging pour pouvoir tester avec les métiers, et puis on fait une mise en prod. Ces étapes-là sont importantes pour mettre correctement en prod une API. Et donc l'objectif d'une APIM, ce schéma illustre bien ce qu'on veut faire. On a un client 1 qui veut accéder à une API 1 et une API 2. Donc du coup, on leur met en place la configuration nécessaire pour que l'Azure Function, par exemple, qui est ici, puisse discuter uniquement avec l'API Manager. Et du coup, l'API Manager peut discuter avec le client 1. Donc le client 1 a accès à ces 2 API via l'API Manager. Il ne pourra jamais taper en direct l'API 1, parce que l'API 1 met en place en général une sécurité pour dire qu'il n'y a que lui qui peut l'appeler. Et ça, c'est fait avec, encore une fois, Azure Active Directory en général, et pas avec un filtrage typé. Et le client 2 lui a accès qu'à l'API 3. C'est-à-dire que si le client 1 veut passer à l'API 3, il ne pourra pas. Et inversement, si le client 2 veut passer à l'API 1, il ne pourra pas. Et voilà, c'est ça qu'on veut faire sur une API en général. Filtrer les accès avec une couche de sécurité. Et enfin, on peut savoir qui a appelé quoi. Et donc, un API Management. Donc ça, c'est une photo qui vient du blog d'Octo. Je l'ai prise parce que c'est quelque chose qui est pour moi très important. Entre parenthèses, blog d'Octo font pas mal d'articles intéressants autour des API. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à lire ce genre de choses. Moi, j'ai commencé à lire ce genre d'infos il y a 3-4 ans et ça m'a beaucoup aidé, justement, autour des API. Donc, il y a 4 couches. L'API Management Portal, donc ça, c'est pour justement la partie management. Donc, on va gérer nos appels d'API, les quotas, les statistiques et tout ce qu'on veut. Publication, évidemment. Et on peut versionner même les API. Donc, le stage V1, stage V2, stage V3, on peut le gérer en général sur l'API Management. Ça, c'est plutôt bien. La couche 2, c'est le développeur portal. C'est fait pour que les développeurs externes ou internes ou notre équipe de dev puissent tester facilement les API qui sont partagées via le développeur portal, donc via l'API Management. Enfin, la couche 3, c'est la sécurité qui va être mise en place. En général, c'est l'OAuth 2 qui est mis en place. On peut mettre en place l'API Key. On évite. Même il y en a qui font parfois les deux, donc l'OAuth 2 et l'API Key. L'OAuth 2 suffit largement, en vrai. L'API Key peut servir aussi pour compter. Ça peut servir de métrique parce qu'on peut dire cet utilisateur, comme il a cette API Key, je peux voir qu'à chaque fois qu'il appelle, du coup, je peux le compter facilement. Et après, vous avez l'API façade. Donc, c'est en gros, c'est vraiment l'API Management qui va se connecter aux appels qu'on pourra faire via Postman, par exemple, directement. Donc, c'est les 4 couches importantes. Donc, on va voir comment déployer une API. Les étapes générales qu'il faut faire pour déployer une API pour que ça marche bien. Donc, une fois qu'on a le code hébergé sur Git, donc en général, là, aujourd'hui, c'est Azure DevOps qui va nous intéresser. En fait, on va pusher notre code, on va faire une pull request, par exemple, et lorsque la pull request est validée par une autre personne, en fait, toute la chaîne là suivante, de 2 à 6, en fait, peut se faire tout seul. Donc, le build, c'est-à-dire construire le projet, compiler, du coup, on a un code compilé qu'on va pouvoir partager sur la partie release, donc c'est-à-dire déploiement. De là, on va pouvoir le déployer sur une Azure Function et enfin mettre à jour les différentes règles qu'on aurait mis à jour sur cette API, sur l'API Management. Donc en haut, on a la partie CI, en dessous CD, et là, l'infrastructure Azure où on déploie les ressources. Ça, c'est le fonctionnement général. Donc maintenant, on va parler du continuous intégration. Donc là, je vais passer un peu vite sur ces slides parce que je vais manipuler, je vais vous présenter un peu à quoi ressemble Azure DevOps, à quoi ça sert, etc.
Mais en fait, ces slides vont vous être partagés. Donc, c'est pour ça que je les ai mis à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir avoir les étapes détaillées de ce que je vais faire en vidéo, mais aussi en support. Donc, Azure DevOps, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire plusieurs choses en un seul outil. Donc, c'est-à-dire, on a une partie board qui permet de pouvoir partager tout ce qui est user story et tâches à faire. On a une partie repo, donc c'est tout ce qui va être associé à Git, avec justement les différentes branches, les pull requests, etc. La partie pipeline, qui va permettre justement de gérer tout ce qui est CI/CD, donc continuous intégration, continuous delivery. La partie test plan, donc c'est pour faire des tests poussés et avoir des rapports de tests. Et enfin, la partie artefact, donc en fait, c'est ce que vous construisez dans un build, ça arrive dans artefact. Donc ici, on va s'intéresser à la partie Git, du coup, la partie repo et la partie pipeline aujourd'hui. Mais si vous êtes intéressé pour de nouvelles infos sur les autres parties, n'hésitez pas, je connais aussi très bien ce sujet, il n'y a aucun problème. Donc là, par exemple, on a dans la partie repo, et en fait, on va pouvoir activer ce qu'on appelle des Git branch policies. Donc, activer une action lorsque je fais, par exemple, une pull request. Donc, je vais dans une branche, je choisis branch policies, et là, j'atterris sur une partie qui me dit, tu as envie de faire du build validation et tu as envie de faire de l'intégration continue. Ok, intéressant. Vas-y, dis-moi oui. Du coup, on lui dit oui et on lui dit sur quelle branche aller. Et donc, par défaut, on choisit la branche qu'on a dit, donc par exemple, master ou develop. Et là, du coup, on est capable de dire, quand je fais ma pull request sur, par exemple, develop, j'ai mon build qui va se construire tout seul. Du coup, là, je vais, par exemple, avoir une pull request active et du coup, avec une branche policies. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a rien à runner parce qu'il n'y a pas on n'a pas encore fait la partie pipeline. Donc là, sur la partie suivante, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des pipelines, donc ici, des continuous intégration. Donc, il y a deux méthodes classiques, il y a deux méthodes pour déployer des chaînes de pipeline. Donc, c'est soit le YAML, donc on peut tout faire en YAML, donc c'est vraiment du coup des lignes de code, et l'éditeur classique. Donc là, pour l'exemple, on va faire l'éditeur classique pour que tout le monde comprenne. C'est plus visuel, mais YAML, ça marche aussi bien. Donc là, par exemple, sur l'exemple qu'on a là, donc on va faire une pipeline qui va faire, en réalité, un restore, build and test. Donc là, c'est l'exemple d'une Azure Function qui est fait en .NET Core et qui va du coup builder la solution, la tester et ensuite la pousser sur un artefact. Donc ce stade-là, en fait, c'est juste qu'on a fait un task group qui fait les trois d'un coup. Voilà. Mais je reviendrai dessus par rapport à l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. Une fois que c'est fait, en fait, on peut définir ce qu'on appelle des variables si on le souhaite. Et du coup, on peut avoir plusieurs types de variables selon les environnements, par exemple, et les linker, et du coup les associer du coup aux variables qu'on a envie et aux key vault justement qu'on voudrait, là où les mots de passe seraient sauvegardés. De là, justement, on est capable d'aller dire j'ai envie de faire des triggers. Donc, c'est-à-dire, j'ai envie de pouvoir dire quand est-ce que je déclenche ma pipeline. Donc, là, on coche la case Enable Continuous Integration. Donc, c'est justement pour activer l'intégration continue. Et on peut, du coup, filtrer sur deux cas, donc la branche et sur le pass. C'est-à-dire qu'on peut avoir une solution avec différents projets. Et je dis, si jamais je branche sur master et que je sais ce projet-là qui a été modifié, ou ce projet-là a été modifié, je reconstruis et du coup, je relance ma pipeline. Enfin, du coup, quand la pipeline a été du coup sauvegardée, runée et lancée, on a une petite tic vert qui apparaît en haut à gauche et qui dit voilà, tout s'est bien passé. Ensuite, on passe sur la partie delivery. Donc, déploiement continu. Là, on a par exemple plusieurs artefacts possibles. Donc là, dans le cas qui est illustré ici, en fait, on a un artefact pour le code qu'on a déployé, mais on pourrait très bien imaginer des codes Postman pour faire des tests, justement, et du coup, justement, des scripts pour mettre à jour l'API management et avec les différents environnements qui sont liés. Je reviendrai sur ça un peu plus tard parce que c'est important qu'on parle de différents environnements. Je vais dérouler la présentation, mais je reviendrai dessus. De là, en fait, on est capable d'aller dire ok, je déploie mes artefacts dans le bon environnement, donc soit un Azure Function ou soit un API Management. Voilà. Et ensuite, quand tout s'est bien passé, on a justement la pipeline qui s'est déroulée. Donc là, on met à jour les variables qu'on a envie, etc. On run. Et il y a aussi un test qui est exécuté.
Et en fait, on est capable d'aller récupérer les tests qu'on a exécutés. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'API Management un peu plus dans son détail et comment on déploie une Azure Function de bout en bout. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage de cette présentation et je vais passer sur mon écran. Donc, là, vous voyez mon écran. Voilà. Donc, pour commencer, il nous faut partir d'un projet qui est fait en .NET Core et avec justement, idéalement, ce serait bien, la partie Swagger. Donc, en fait, OpenAPI, .NET Core, là, vous avez des exemples, en fait, ces exemples qui viennent qui se basent sur ceux de Microsoft, justement. Et du coup, vous avez les différentes versions. Donc là, aujourd'hui, on va travailler en .NET Core et on va prendre cet exemple-là. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce projet, donc moi, je l'ai déjà ouvert. Et donc, moi, ce que j'ai fait dans ce projet-là, j'ai juste changé une chose, c'est j'ai changé le title qui est ici par API 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait et je l'ai du coup publié. Et ce que ça fait, cette API, lorsqu'elle est publiée, justement, je vais vous montrer, donc je vais le lancer. Donc ce que ça va faire, c'est je vais avoir une API qui fait en gros un Hello World avec une documentation OpenAPI. Ça fait que ça. Donc là, justement, il est en train de builder, donc il y aura une console qui va dire, voilà, je suis en train de simuler justement un Azure Function en local, etc. Et donc là, il me met justement les URL où il y a le Swagger UI. Je vais dessus. Voilà, donc je suis en localhost, donc j'ai mon Swagger UI qui va s'afficher. Et là, en fait, j'ai mon URL de configuration JSON. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, OpenAPI et du coup Swagger UI, c'est ça. Donc il y a un fichier JSON qui dit la configuration de ce qu'on voit là, et du coup les API qu'on voit ici qu'on peut tester directement. Et donc là, par exemple, je peux essayer le Hello World, justement. Donc, être Sylvestre. Il va me dire, normalement, si tout va bien, Hello Sylvestre. Voilà, avec le code de retour et ce qui s'est passé. Donc voilà ce que fait cette API. Du coup, une fois qu'on a pu tester notre API, on a envie, justement, de pouvoir le mettre sur une Azure Function. De pouvoir le publier, justement. Donc pour ça, j'ai créé aujourd'hui, donc pour les tests, donc un ressource groupe qui s'appelle RG Comet 2021. Donc c'est la plateforme de Microsoft Azure qu'on voit ici, avec justement les différents composants qui ont été créés. Donc un ressource groupe, c'est ni plus ni moins qu'un dossier où on va mettre nos différentes ressources. Donc là, pour le travail d'aujourd'hui, il y a 4 ressources qui ont été créées. Donc l'Azure Function, un service plan, l'API Manager et un compte de stockage. Je vous explique pourquoi. Donc, le service plan, c'est la première chose qu'il faut déployer pour pouvoir déployer l'Azure Function. La deuxième chose qu'il faut déployer pour déployer l'Azure Function, c'est le compte de stockage. Parce que l'Azure Function se base sur deux choses. Un service plan, donc c'est un endroit où il y a, en gros, c'est un serveur. Et du coup, un compte de stockage. L'Azure Function, en fait, c'est un outil qui va exécuter du code en mode fonction. Et donc, il peut y avoir plusieurs Azure Functions sur un même service plan. L'API Manager qui est ici, donc c'est la chose que j'ai présentée au début de la présentation, c'est lui qui va faire le point d'entrée pour ça, justement. Donc, une fois que j'ai fait justement mon Azure Function qui est là, je vais vous montrer ce que c'est DevOps, en fait. Du coup, pareil, j'ai créé un projet SCP Comet 2021, SCP pour Pulsing. Tac. Donc, j'ai une partie repo avec mon code qui est ici. Donc, c'est le même code qui est là, qui a été publié du coup il y a 12 heures. J'ai une branche master. J'ai ma partie pipeline. J'ai une CI qui a été justement configurée sur justement mon trigger. Du coup, on va activer Enable Continuous Integration, comme ça on pourra voir ensemble ce que ça fait. Donc ça, je vais l'enregistrer. Et en fait, pour vous montrer rapidement, là, c'est quelque chose qui a été fait.
Mais si jamais je devais construire une CI, juste pour vous montrer, c'est très très facile. Pour publier sur une Azure Function, je vais prendre le classique editor. Je vais dire que c'est sur mon repo Git, donc c'est ici, mais je pourrais le connecter à autre chose. Je donne mon nom de répertoire et ma branche. Ensuite, en fait, je peux choisir un exemple. Du coup, il y a des exemples de Azure Function for .NET pour construire le code. Donc, je clique dessus et il me pré-remplit directement les 3 choses que vous avez vues avant. Donc, ça build, ça archive et ça publie en artefact. Ça fait de ça direct. Et du coup, j'ai rien à faire, juste ça, et ça fait Azure Function, ça prend le bon repo, etc. Ça demande au préalable de bien construire son projet, mais en général, votre projet est déjà bien construit parce que vous partez d'un exemple qui est fourni par Microsoft quand vous faites fichier nouveau Azure Function. Donc voilà, donc je ne vais pas enregistrer celui-ci parce que j'en ai déjà fait une, mais voilà. Du coup, je vais revenir sur mon pipeline, la pipeline qui est ici. Et donc, je vais vérifier que j'ai bien activé l'intégration continue. Normalement, oui, mais on va s'en assurer. C'est ici, Edit, Trigger, intégration continue, et bien sur la branche master. Très bien. Ensuite, sur la partie release, pareil, j'ai fait CD, donc Continuous Delivery, où la même chose. En fait, ce que ça fait, c'est que ça déploie sur une Azure Function. Et du coup, pardon, et en fait, ça doit prendre en entrée un artefact. Donc, c'est le build, donc c'est la CI d'avant, donc ça prend la CI d'avant, ça prend ce qui a été construit, voilà, ça prend la dernière version, je vais demander la dernière version, et ça va le passer au stage d'après, donc qui est dev ici, et qui va ensuite le déployer. Et ce que je vais faire, je vais aussi activer le déploiement continu. Voilà, donc je vais sauvegarder. Voilà, et donc du coup, je vais revenir sur mon Azure Function qui avait déjà été déployé. Et je vais aller dessus. Voilà. Alors, mon Azure Function, je vais sur le lien. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a écrit API 1. Ce que je vais faire, je vais modifier API 1. Donc là, je suis sur le site, du coup, enfin, l'Azure Function qui a été publié. Je suis en ligne, etc. Donc API 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier API 1 par API, je sais pas, 10 par exemple. Je sauvegarde. Et du coup, je vais pusher. Du coup, ce que j'ai fait, donc je vais mettre update name API pour le test. Git push origin master. En fait, ça va pusher. Je suis dans quoi là? Du coup, il me dit up to date. Okay. Donc là, je suis. Je modifie quoi? Ah oui, c'est pas la bonne solution. Je suis dans quoi? Je suis désolé, il faut que je vois où je suis. Ah non, c'est donc je suis dans commit, Azure Function, .NET Main. Ah oui, d'accord. Je suis ici. Je peux ouvrir la bonne solution. Et moi, je suis dans directement ici. Ok. Je ouvre la bonne solution. Je suis désolé, je n'ai pas ouvert la bonne. Ouvrir la bonne solution. Donc, en fait, c'est celui-ci que je vais ouvrir. Donc, mon projet est ici. Voilà. Donc là, je fais API 10. Et donc, je refais ce que j'ai voulu faire. Donc, voilà, git push origin master. Donc là, boum, il publie. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur Azure Pipeline? Donc, si je rafraîchis, hop, quelque chose s'est passé. Remarque que là, il y a un truc qui est en train de construire dans Pipeline. Donc là, genre, en un seul push, ce qui se passe, c'est qu'on voit que on a un agent qui va prendre justement ma requête, qui va être de construire mon
mon projet. Et donc, donc quand ça sera fini, il va me dire que voilà, tout s'est bien passé. Donc, ça met 1 minute 39 à peu près. Donc, voilà, voilà le temps que ça met. Et du coup, pareil, ça va ensuite aller tout seul dans Release et il va aussi déployer. Donc là, on voit que en fait, ça a pris aussi le nom de mon dernier commit. Donc j'ai mis Update Name API. C'était moi qui l'a fait, donc SF, etc. Donc sachez que là, vu qu'on est sur Azure DevOps, on peut aller beaucoup plus loin dans les configurations. Lorsque je push, je peux aussi le mettre sur une... Tout à l'heure, je vous ai parlé de Azure Boards, qui parle justement de user story et de tâches. Donc je peux, lorsque je fais une pull request, du coup, je peux lier justement ma tâche à ma pull request et la passer tout de suite en to be tested. Si jamais le build se construit bien. Donc ça, c'est plutôt bien parce que sur un build, je peux mettre du coup les tâches qui ont été faites sur ce build-là. Du coup, on a un seul outil pour voir tout ce qui s'est passé sur les user stories. Donc lorsque la pipeline sera terminée, on pourra aller voir la partie release. Donc je crois que j'ai dit que ça mettait 1 minute 30 à peu près. Voilà. Donc on attend. Et lorsque ça sera fini, on va pouvoir voir ce qui se passe dans Release et on va pouvoir voir du coup ce qui s'est passé enfin sur la Azure Function. Donc Release, ça va être combien de temps, je ne sais plus. Voilà. Donc ça construit. On va voir où ça en est. Bon, alors du coup, il est en train de build le project toujours. Lorsqu'il aura fini, il pourra passer aux différentes étapes. Voilà. Je regarde rapidement si vous avez s'il y a eu des questions qui ont été posées en attendant. Non, ça va. Et il passe à la partie archive. Donc là, ça va aller plus vite. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Il n'a pas dit qu'il y avait d'erreur. Donc tout est vert. Donc il a bien réussi à publier, à construire mon projet. Du coup, je vais partir sur la partie release. Donc là, on voit qu'il y a une release 2 qui est construite et qui est en mode justement queued. Donc là, on attend. Et donc, justement, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va pouvoir le publier directement sur l'Azure Function. Donc, on va voir rapidement combien de temps ça avait mis sur la partie d'avant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que du coup, on a peut-être 2-3 minutes à tuer en attendant. Donc, ça avait mis 2 minutes. Je viens vous voir rapidement, voir s'il y a des questions. Non, pas de questions. Donc, en attendant que ça se passe, je vais vous présenter du coup l'objectif de tout ça. Pourquoi on a mis un Swagger, pourquoi on a fait du coup les Azure Function, etc. Donc, je vais le répéter encore une fois, mais juste pour comparer, parce que du coup, je ne l'ai pas comparé aux autres solutions. Une Azure Function, c'est un outil qui permet d'exécuter un bout de code rapidement, efficacement, mais quelque chose de court, quelque chose qui doit normalement être exécuté en moins de 2 minutes. Petit rappel, une API, idéalement, il faut que ça soit fait en moins d'1 seconde. Au-dessus de 2 secondes, c'est la zone d'inconfort. 1 seconde, c'est bien. Et donc, l'Azure Function, ce que ça fait, comparé à une web app, c'est que une Azure Function, c'est juste une fonction. Une web app, c'est une solution complètement hébergée. Donc, on parle de app service ou web app, c'est une solution complètement hébergée. C'est tout un projet. Donc là, ça a été release. Donc voilà, ça y est, ça a été publié sur mon Azure Function. Donc, je vais retourner sur le lien de mon Azure Function qui est ici. Donc, si je fais entrer, du coup, ça va être se mettre à jour. Et normalement, je
je devrais voir ma nouvelle version d'API 10 apparaître ici. Boum, API 10. Donc en fait, là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait juste un push de code, et en fait, ça s'est mis à jour en cascade jusqu'à ici. Maintenant, il y a une dernière partie dans laquelle je voulais vous présenter, qui est importante, c'est la partie, justement, API Management. Donc une API Management, donc je l'ai créé parce que ça met beaucoup de temps à créer, ça met à peu près 1 heure, donc j'ai préféré le créer avant l'exercice. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'API, je peux ajouter une API, et je peux choisir l'Open API. Et là, vous voyez, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me donner un fichier ou tu veux me donner une URL? Du coup, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une URL de config sur Swagger. Donc, je peux lui passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Bim, il a retrouvé tout seul les noms de l'API et tout ça. Il a tout construit. Donc, il a appelé API 10. Et je peux lui mettre un suffixe derrière. Donc, je pourrais dire que c'est commit API 10, par exemple. Donc, voilà, du coup, donc je peux faire create. Et donc, quand ça va se créer, donc je l'avais déjà fait pour l'API 1 en vrai, mais du coup, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble pour montrer que c'est rapide. Donc là, en fait, il y a différentes parties. Il y a le front-end, l'inbound, l'outbound et le back-end. En résumé, l'inbound, c'est quand la requête elle arrive, qu'est-ce que je veux faire. L'outbound, c'est quand elle sort, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Par exemple, sur l'inbound, c'est là où on va vérifier que l'autorisation est bien active. L'outbound, c'est vérifier, par exemple, que les données sont bien construites ou envoyer un message à une autre personne. Et là, le back-end, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il tape. Donc ici, la ZF pour pouvoir travailler. Et donc, tout ça pour arriver à un moment où on a le parti, justement, développeur portal, qui est ici. Et je peux aller dessus. Et donc là, moi, je suis administrateur de cette partie développeur portal. Donc là, par défaut, il me dit, est-ce que j'ai envie de le modifier, de le configurer, blablabla. Du coup, j'ai ouvert une navigation privée que vous voyez ici. Je me suis créé un compte sur le développeur portal. Donc, et quand je l'ai déjà créé, en fait, je tombe sur ça. Donc, je vais revenir ici. Donc, quand on arrive ici. Donc, moi, je m'étais déjà connecté, mais je vais me connecter. Donc, je me suis créé un compte. Et en fait, ça, le plus intéressant, c'est pas trop la partie compte, mais c'est plutôt, voilà. En fait, je me suis dit, Sylvestre, tu as accès à l'API Comet, et uniquement Comet, par exemple. Ça, c'est des trucs qui arrivent par défaut. Et donc, là, le produit Comet, donc c'est une liste d'API. Donc là, j'ai API 1. Et là-dessus, en fait, comme j'ai bien fait ma documentation, etc., lui, le portail développeur, donc c'est ce que accèdent les développeurs en externe, donc on peut donner accès à ça, ils ont accès en fait à une documentation, voire même comme Postman, des exemples de code en fait. Donc je peux aller sur Trait, je peux dire, je remets mon Sylvestre par exemple. Du coup, il me propose ma subkey, donc par défaut j'ai une subkey, donc c'est une clé de souscription, puis il me dit que je suis autorisé à appeler la PIM, par défaut il le fait. Ça sert aussi à lister les requêtes. Et du coup, par défaut, il me donne des exemples HTTP, C#, comme Postman, du coup, de ce que je viens de taper. Donc ça, c'est top pour les développeurs quand ils ont envie de tester rapidement leur code. Et là, je peux faire simple. Et là, il me dit, voilà, ça marche. Hello Sylvestre. Et quand je vous disais, le time to first call appel, c'est ça. C'est en gros, là, en 2 clics, j'ai pu appeler. Et quand je vous disais aussi le développeur expérience, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je suis capable de comprendre facilement la doc, de voir que je peux tester facilement. Là, j'ai des objets qui sont partagés, donc j'ai un exemple de message. Je pourrais imaginer des bodies de réponse et de requêtes, du coup, associés, avec les définitions. Et en fait, quand c'est bien construit, etc., je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler également. Hop, ça sera du coup ma dernière présentation là-dessus. Du coup, où est-ce qu'il est, mon API? Voilà, c'est ça. Et quand c'est bien présenté, du coup, ça ressemble. Ah, je suis déconnecté. C'est bien ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai une liste de produits auxquels j'ai accès. Et là, j'ai plein d'API possibles. Et donc, je vais là-dessus.
Et là, du coup, j'ai plein d'API avec plein d'exemples de body, de réponses, etc. Avec toute la définition. Et encore pire, je suis capable d'en récupérer l'API définition ici pour le donner à manger à d'autres personnes pour qu'ils puissent l'intégrer. Voilà. Voilà du coup pour la partie développeur expérience et time to first call de l'API management. Il y a encore des millions de choses à dire et du coup, ça sera l'objet d'une deuxième présentation. Mais voilà du coup pour la première partie. Donc je pense que j'ai entendu qu'il y avait des questions. Voilà. Du coup, j'ai fini pour la partie présentation. Donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et me voici de retour. Merci Sylvestre. Je t'en prie. Ouais, comme je vous disais dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le bon onglet. J'ai l'impression que ça a l'air d'être très très clair. Ah, ça arrive. Ah, excellente question. Un nanoservice et un microservice. Un microservice, c'est un Docker, tout simplement. Donc c'est en fait c'est comme si c'était une mini VM en fait, et un nano, c'est justement la partie Azure Function. Donc c'est une fonction qui peut être exécutée pour un seul objectif unique, donc faire tout le temps la même chose. Est-ce que ça va, c'est clair sur l'explication? Ça a l'air. Bon, très bien. On a lancé en parallèle le petit sondage pour nous dire ce que vous avez pensé du webinaire. N'hésitez pas aussi à nous dire nous partager vos retours. Écoute, on va attendre encore un petit peu pour savoir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Pas de souci. De toute façon, on vous partage toutes les ressources après dans un email qui appartient post-webinaire avec aussi le replay. Et je pense que tu as aussi tes ressources. Enfin, on va partager de toute façon ta présentation, donc il y aura l'ensemble de tes ressources avec. Ouais, exact. Et en fait, à la fin, il y a aussi tout ce que j'ai utilisé comme source pour faire la présentation. Donc, il y a aussi le lien du GitHub où il y a eu les exemples de code, etc. Donc, c'est quelque chose que vous serez capable de refaire sans problème. Et en fait, voilà, c'était une première partie qui était assez simple, orientée nano-service, orientée du coup partie API. Mais il y a, je pense qu'on fera bientôt une deuxième présentation sur la suite. Et du coup, vous partagez les autres infos. Et donc ça, ce sont des exemples que je donne en fait en formation. Donc en fait, comme je donne des formations, c'est un cas d'application basique en formation qu'on met en place sur des retours d'expérience qu'on a eu avec les différents clients. Cool. Tu parlais du blog Docto. Est-ce qu'il y a d'autres ressources sur lesquelles, d'autres sources assez fournies, assez sûres sur lesquelles on peut aller se renseigner pour ces sujets-là? Oui, en fait, la doc de Microsoft est déjà très très bien faite. Donc, vous savez, vous tapez docs.com, vous arrivez directement sur la doc de Microsoft. Donc, en fait, c'est là où j'ai le plus appris en réalité. Et ensuite, je me suis complété avec la partie blog Docto qui, eux, sont les référents sur tout ce qui est API. Et en réalité, c'est parce que moi, j'ai bossé là-bas pendant un an. Et c'était super intéressant d'avoir bossé là-bas. Ouais, c'est une super société de conseil. Voilà. J'étais chez Xebia avant, effectivement, on était concurrents à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est cool. Et je voudrais avoir ton avis aussi sur les certifications. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui en tant que free, ou même peu importe tech aujourd'hui? Est-ce que c'est important d'être certifié pour trouver des missions ou pas? Est-ce que toi, tu en as passé? Quel est ton retour à ce sujet-là? Alors, moi, pour être honnête, j'ai 0 certif. J'en ai vraiment pas, mais ça n'empêche pas de trouver des missions. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsqu'on voulait travailler dans des environnements, enfin dans des trucs qui sont assez fermés, les certifs sont obligatoires. Ou alors, il faut vraiment être très très bon pour y arriver. Et il faut pouvoir passer les tests. En fait, les certifs vont vous éviter, vont vous faciliter le travail pour retrouver les bonnes missions. Par exemple, j'ai une amie qui est très certifiée dans plein de domaines. Elle trouve facilement du travail, évidemment, mais du coup, elle est certifiée sur blockchain, API, etc. Donc, elle est capable de donner la bonne certification au bon moment et ça lui évite de passer plein d'entretiens. Moi, à contrario, quand je dois passer des entretiens sur des postes qui sont du coup qui sont bien payés, on va dire, il faut que je montre que je suis capable d'y arriver. Et donc, du coup, vu que j'ai fait ça, c'est un peu plus. Du coup, ça va plutôt te faciliter le process de recrutement. En gros, éviter peut-être des tests techniques, etc. C'est ça. Et après, tu as certaines entreprises aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles disent si tu n'as pas l'assertif, en fait, j'ai pas envie de le rencontrer. Ah, donc beaucoup plus radical quand même. Ouais, c'est plus radical. Mais en réalité, ils le font pas parce qu'ils sont tellement en pénurie de développeurs que voilà.
Ouais, Et donc c'est le bon moment en tout cas de développer ses compétences et au-delà de ça, peut-être de se certifier si on a envie de gagner du temps dans les process. c'est clair, c'est clair. Voilà. Il y a une nouvelle question qui a apparu de Bakary. Je te laisse y répondre. Entre l'approche SOA et l'approche microservice. Je ne comprends pas, désolé. SOA, c'est quoi SOA? N'hésitez pas à nous répondre, Bakary, directement dans le chat. Sinon, on va tous se mettre à googliser. Ouais, il n'y a pas de souci. Service orienté d'architecture. Ouais. Ouais, j'ai la même retour que toi sur. Ouais, pareil. Bon, du coup, je pense comprendre ce que c'est. Bon, franchement, à chaud, j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Et service orienté architecture, c'est en gros, tu fais un service que tu vas pouvoir utiliser, un microservice, c'est un service que tu vas devoir utiliser. Donc, si jamais tu fais pas du SOA quand tu fais du microservice, bah, du coup, je pense que tu as perdu d'office. Il faut pouvoir faire les deux. Donc, du coup, SOA, je pense que c'est une méthode qui englobe le microservice. Ok. Ouais, c'était bien ça. Tu as gagné, Sylvestre. Ah. Merci, Bakary. Mais écoute, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à nous répondre sur le petit sondage qu'on venait à lancer dans le bon onglet, à côté des questions. Et écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, Sylvestre. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Rien de spécial à part merci beaucoup à tous. Merci aussi à Comet. Merci à toi, Chloé, de m'avoir fait cette présentation. C'était super. C'était un plaisir de partager avec vous. Si jamais vous avez d'autres questions, des parties qui ont été moins claires, avec plaisir, pourrez vous répondre, même en privé, sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, aucun souci. N'hésitez vraiment pas. Écoute, merci à toi, Sylvestre, c'était top. On vous envoie de toute façon toutes les ressources par email. Je crois que ça part dans 3 heures, une fois que le replay est prêt. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir nous voir aussi, on vous met en relation. Vous avez à voir le LinkedIn de Sylvestre, enfin tout plein de moyens d'entrer en contact avec lui pour en savoir plus. Donc n'hésitez surtout pas. Merci à vous tous. Attends, excuse-moi, Chloé, il y a une dernière question, je vais juste y répondre. Ah oui, tout fort. Pour AWS et Google, oui, il y a en fait, ce que je t'ai montré sur Azure, ça existe aussi sur AWS et Google. La seule chose, c'est que Azure DevOps, c'est un outil qui centralise des infos, donc tu pourrais le connecter à AWS et Google, pareil, et en travaillant du coup, pas sur Azure, mais sur AWS et Google. Après, tu as d'autres outils qui permettent de faire intégration continue également, GitLab, GitHub Action, tout ça, maintenant, ils permettent de le faire. D'ailleurs, Google va te conseiller d'aller vers du GitHub Action pour faire ça en général. Donc, ce que je t'ai montré là, c'est réplicable partout. Cette fois-ci, c'est OK. Écoutez, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.